Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde. Deux écrivains et une écrivaine, Kawther Adimi. Bienvenue, votre nouveau livre La joie ennemie est publié aux éditions Stock et chez Barzac également. Sharif Majdalani, bienvenue. Le nom des rois, c'est le titre de votre nouveau roman paru aux éditions Stock. Et Ferat Alani, bienvenue également. Votre nouveau roman Le ciel est immense est publié aux éditions Lattès. On commence avec vous, Kawther Adimi. On est en 1994. Vous avez alors 8 ans. Vous quittez Grenoble en France avec votre famille, vos parents et vos frères pour l'Algérie, Alger précisément. Pourquoi ? Parce que votre père considère qu'il est de son devoir de se rendre dans ce pays qui est alors en proie aux violences pour servir dans l'armée alors que le pays donc est en train de sombrer. Racontez-nous ce qui a fait remonter à la surface cette période de votre vie et de votre enfance. Après tout, vous auriez pu l'écrire il y a 1, 2, 3, 4 ans, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la plume pour le faire maintenant ? C'est compliqué comme question. On m'a proposé une commande, celle de passer une nuit dans un musée de mon choix et d'écrire sur un sujet de mon choix. J'ai accepté la commande d'Alina Gurdiel, qui dirige la collection Ma nuit au musée aux éditions Stock, avec l'idée d'écrire le portrait de Baya, peintre algérienne du XXe siècle. Et quand j'arrive à l'Institut du monde arabe, où je passe donc cette fameuse nuit en novembre 2022, j'ai avec moi un vieux carnet duquel tombe une photo de mes frères et moi en Algérie dans les années 90. Avec écrit derrière Annaba ? Avec écrit derrière Annaba, et c'est une photo prise par mon père sur une plage, et c'est une année, c'est 1992, qui est une année assez charnière, c'est les dernières tentatives avant de basculer dans la violence, c'est l'année où Boudiaf est assassiné, à Annaba d'ailleurs, quelques semaines avant notre arrivée pour des vacances, et cette photo me ramène aux années 90, c'est la photo de la couverture choisie par Barzac, mais je crois que ça ne se décrète pas vraiment le moment où on est prêt à raconter une histoire. Moi, ce n'était vraiment pas l'objectif du livre initialement. Et petit à petit, ce qui devait être un livre sur Baya est devenu un livre sur ma famille et moi, et sur la rencontre avec Baya, qui en fait est une rencontre qui se fait à la fin des années 90. Moi, Baya a été un éblouissement pour moi dans les années 2000. Ça a été un éblouissement parce que c'était un contrepoint lumineux des années 90. Et pour raconter Baya, il fallait que je raconte la luminosité l'avant Baya. Face à l'obscurité. Donc ce sont ces tableaux affichés à l'Institut du monde arabe qui vont vous guider sur ce cheminement, sur ces souvenirs qui ressurgissent. Quels étaient-ils quand vous arrivez en Algérie ? De quoi vous vous souvenez avec vos frères ? J'aimerais lire un extrait d'ailleurs. Vous dites « Assez vite, mes frères et moi, selon un pacte tacite, alors qu'il nous arrive à l'extérieur de la maison, quoi qu'il nous arrive à l'extérieur de la maison, nous n'en parlerons pas à nos parents pour éviter de les inquiéter et par peur qu'ils restreignent nos sorties déjà assez limitées. Chaque enfant devient ainsi responsable de la liberté des autres. Nous devons rentrer à l'heure et garder le silence. Une vingtaine d'années plus tard, lors des attentats du Bataclan, dans le chaos de cette nuit, j'enverrai un SMS à mes parents pour les tranquilliser. Je suis à la maison, perpétuant ce pacte d'enfant. » Oui, alors qu'est-ce que... Rappelons qu'il y avait des attentats et que les enfants, quand ils sortaient de l'école et du collège, les parents se demandaient s'ils allaient arriver en vie à la maison. Et nous, on se demandait si nos parents allaient rentrer le soir. On se demandait tous, à vrai dire, qui allait rentrer et qui potentiellement ne rentrerait pas. C'est une période effroyable. Moi, je n'avais rien de bien à dire sur les années 90. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à raconter ce livre-là. Déjà, je n'avais pas envie de revenir sur ce que furent ces années-là. Longtemps, c'est quelque chose que j'avais enfermé dans des cartons, mais je n'avais pas envie de les rouvrir, c'était très douloureux. C'est aussi une enquête familiale. Moi, je suis beaucoup revenue discuter avec mon père, avec ma mère, avec mes frères sur ces années-là, essayer de reconstituer la mémoire des années 90, la mémoire de notre famille, ce dont ils se souvenaient, ce qui n'a pas été raconté, ce que je peux, moi, extraire des souvenirs de chacun. Et je pense que c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Là, c'était le bon moment, mais ça s'est fait avec beaucoup de douleur. C'est pas un livre qui m'a fait du bien. Je pense que je me suis presque écorchée moi-même en l'écrivant. C'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre du soin. C'est pas cathartique comme on le lit parfois dans certaines critiques. Pour vous, pas du tout. Pas du tout. Rappelons cette période, c'est ce qu'on appelle la décennie noire, donc la guerre civile, le terrorisme. Qu'en ont pensé d'ailleurs vos proches, je ne sais pas, un de vos frères? Mon père a lu le livre et m'a fait... Parce que c'est un hommage aussi à votre père et à la ville d'Alger, une déclaration d'amour même. Oui, c'est une déclaration d'amour à la ville d'Alger que j'ai mis beaucoup de temps à aimer. Parce que moi, quand je rentre en 1994, mon père nous dit cette phrase folle, il nous dit « Vous allez voir, ça va être extraordinaire ».
Et on arrive dans un pays en guerre, on n'est pas du tout préparé à ça. Et mon père nous rabâche, c'est chez vous, on rentre à la maison, alors que nous, ça fait des années qu'on habite en France, on ne se souvient plus du tout et de l'Algérie et d'Alger. Et avec mes frères, on découvre un nouveau pays. Moi, j'ai 8 ans, mon grand frère a 11 ans. Petit frère a 6 ans et le dernier a 1 an. Mais ils ont aimé le livre? Alors, mon père a lu le livre, a beaucoup aimé le livre, mais il me fait cette réponse qui est la sienne à la fin du livre. C'est-à-dire, il me répond en me disant, attention, il y a une coquille, page, je ne sais plus quelle page, et bonne chance pour ton livre, je n'ai rien à ajouter. Qui est sa façon aussi de me dire, c'est ton histoire, c'est ta façon de voir les choses, et je la respecte. Ma mère n'a pas réussi à lire tout le livre. Cette scène de l'attentat, du faux barrage, dans lequel on tombe à notre tour, elle n'a pas réussi à aller au-delà. Et je comprends, elle est dans une voiture avec 4 enfants et pour elle, c'est le moment où on va être égorgé. Donc, c'est un moment assez effroyable dans notre histoire familiale. Donc, elle n'a pas réussi à le lire. Mon plus jeune frère avait 1 an. Il a tout découvert dans le livre. Il ignorait toute notre histoire, en réalité, cette histoire de ce retour. Il savait qu'il était né en France et puis il savait qu'il était arrivé en Algérie à l'âge d'1 an, mais il ne connaissait pas l'histoire. Voilà. Vous parlez de famille, justement. Alors, peut-être une réaction à Sharif Majdalani et à Ferhat Alani. Ferhat Alani, vous le dites, chaque famille a son souterrain. Peut-être tous les deux une réaction sur l'Algérie. Est-ce qu'on va parler de vos œuvres dans quelques instants? Est-ce que vous voyez, justement, ce dénominateur commun sur ce que vient de dire Kawthar Adimi? Oui, à la fois sur le secret de famille. Bon, je ne sais pas si c'est un secret, puisque non-dit, peut-être un non-dit. Moi, étant d'origine irakienne, j'ai ma décennie noire. Je n'ai pas vécu en Irak, mais j'allais en Irak durant la décennie noire qui est, elle, l'embargo, qui démarre dans les années 90, en 91 d'ailleurs, jusqu'à 2003. 500 000 enfants morts des conséquences de l'embargo, une misère politique, sociale, économique implacable. Donc ça me parle énormément. Moi, je connais un tout petit peu l'Algérie pour y être allé en reportage, comme reporter. Et un pays je suis tombé amoureux de ce pays aussi qui porte à la fois la beauté et la tragédie. Donc moi, je me retrouve aussi là-dedans, dans ces non-dits, ces murs qu'on essaie de secouer parfois. Et Kawthar l'a dit, il n'y a pas réellement de moment parfois pour parler, mais il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus profond, un souterrain. Un souterrain. Sharif Majdalani, Moi, ce que dit le Kawthar, Liban, c'était avant l'Algérie. Oui, c'était avant l'Algérie, c'était 15 années noires, et dont je parlais un petit peu dans le livre. Mais ce que dit Kawthar me résonne en moi parce qu'il y a effectivement des choses que je n'ai pas pu raconter pendant très longtemps, comme elle, notamment un épisode du livre sur le barrage. C'est un barrage aussi, mais on n'était pas impliqués, mais c'était aussi noir. Et en revanche, moi, quand j'ai réussi à écrire, j'ai beaucoup résisté à l'écriture de cette partie du livre, et quand je l'ai écrite, moi, j'ai senti que ça m'a soulagé. Donc, cette question de la résistance, que moi, cette histoire du faux barrage, au début, quand je l'écris, personne ne comprend ce que je veux dire, parce que je ne mets pas les mots dessus. Je ne dis pas faux barrage, je n'explique pas vraiment ce qui se passe, c'est très abstrait. Et mon éditrice ne comprend rien à cette scène, qui devient une des scènes les plus fortes du livre. Mais il me faut des semaines avant de réussir à... Je fais un refus d'obstacle. C'est-à-dire, devant cette scène, je n'y arrive pas. La joie ennemie, donc, Kawthar Adimi. Allez, une autre actualité vous concernant. Elle Sardine, mini-série comique et engagée, tournée en Algérie, dont vous êtes co-scénariste avec la poétesse Zulikha Tahar, déjà diffusée sur Arte. Sera disponible sur TV5 Monde Plus à partir du 3 décembre. On regarde un petit extrait. Zouzou qui danse, incarné par Meriem Amiar, l'actrice Kawthar Adimi. Un mot, co-scénariste? Sardine, c'est une série qu'on a écrite avec Zulikha Tahar, qu'on a tournée en Algérie, à côté d'Oran, et qui raconte l'histoire de Zouzou, 30 ans, célibataire aux grandes dames de sa famille, et qui s'apprête à partir pour suivre la course des sardines. Voilà, la course des sardines en Algérie. Sharif Majdalani, retour en enfance aussi dans votre roman Le Nom des rois. Vous nous plongez dans le Liban d'avant-guerre. Alors, qui est le narrateur? Quel est son quotidien et quelles sont ses passions? Parce qu'il en a des passions. Le narrateur, c'est un garçon, un adolescent d'une 14-15 ans, qui est moi, en fait. Que j'ai un petit peu arrangé certains aspects pour accentuer, pour les rendre plus romanesques. Mais c'est un adolescent qui
qui vit dans un pays en paix pendant les fameuses 30 glorieuses, qui n'ont jamais été aussi glorieuses qu'au Liban, en fait. Avec l'insouciance. L'insouciance, le déni de ce qui se passe, la fête en permanence, etc. Et puis un pays où il était très doux de vivre. Et donc un enfant qui ne se rend pas compte de cette douceur de vie, qui est surtout intéressé par les grandes épopées, les livres, les romans, Napoléon Bonaparte, Alexandre le Grand, l'Iliade, et aussi qui avait une drôle de lubie, j'avais une drôle de passion de collectionneur. On voulait collectionner les timbres et les petites voitures je collectionnais les noms de rois. Je relevais des noms de rois dans les dictionnaires. Les rois anciens, les rois des pays oubliés, des royaumes. Et là, il est question du fils du roi des îles du Verseau. Oui, alors lui, oui. Bon, celui-là, je l'ai inventé, les îles du Verseau, parce qu'elles n'existent pas, évidemment. Mais c'était le neveu d'un roi, d'un potentat du Moyen-Orient. Et je l'ai fréquenté, lui, le fils de ce roi-là. Alors que les autres, c'était vraiment leur nom qui m'intéressait. Alors que lui, il a soudain fait irruption dans l'école, comme au début de Madame Bovary. C'est le proviseur qui le fait arriver et qui l'installe à côté de moi. On devient amis. Et je découvre qu'il était fils neveu, lui. Dans le roman, il est fils de roi. Bon, on va dire que c'est le fils d'un roi que le narrateur découvre, effectivement. En fait, vous racontez le récit d'une double perte, celle du royaume de l'enfance, je vais bien dire royaume, puisque vous parlez de roi, et celle du Liban ancien. À quoi ressemblait ce pays exactement? Alors, vous écrivez, notamment dans votre roman, vous écrivez « Les premiers mois de ce qui n'était pas encore une guerre, ce monde ancien résista. Pourtant, lorsque je regarde aujourd'hui les livres d'histoire, je m'aperçois que ce que je vivais ne correspondait pas tout à fait à la réalité et qu'indubitablement, déjà à ce moment, tout semblait jouer et nous nous précipitions allègrement vers l'abîme. » Vous poursuivez, vous dites que vous, ça ne vous empêchait pas de traverser la rue et d'aller jouer à un jeu de société. Pendant les premiers mois de la guerre, on ne savait pas que ça allait être une guerre. On a toujours l'impression qu'on appelle ça des événements. C'est-à-dire que ça va se terminer dans quelques jours. Et donc, les premiers temps, il y avait des coups de feu, il y avait quelques explosions, les rues étaient vides, mais on vivait rien. Et donc, on continuait. Je sortais dans la rue, c'était génial, parce que tout était fermé, les rues étaient désertes, mais je pouvais me balader au milieu des avenues encombrées. Et là, il n'y avait personne, elles étaient à moi, tout seul. Donc, la guerre était presque amusante à ce moment-là. C'était pas encore la guerre, en fait. Et j'étais heureux aussi parce que ça me permettait d'être seul, comme je rêvais de l'être de tout temps avec mes livres, jusqu'à ce que progressivement on découvre ça, la guerre arrive réellement et là on est obligé de quitter la ville. Mais c'est très subtil parce qu'en même temps, est-ce que vous ne direz pas que vous déconstruisez aussi un certain récit national ou vous remettez un peu les pendules à l'heure sur pas mal de sujets? J'ai essayé, enfin tout mon travail d'écrivain était en partie de remettre en cause ce récit national et de raconter en fait aussi la guerre telle que les gens l'ont vécue, parce que la guerre est souvent racontée par les historiens de haut, c'est-à-dire il y a eu des batailles, il y a eu des bagarres, mais en réalité les gens la vivaient un peu différemment, et la preuve c'est qu'au début, sauf si on était vraiment engagé dans les combats ou qu'on était très près des lieux de combat, on n'avait pas l'impression qu'il y avait la guerre encore. Alors qu'on fait démarrer la guerre le 13 avril 75, moi le 13 avril 75, ma seule préoccupation c'est qu'on n'allait pas à l'école et que le lendemain on allait y aller sans doute, et qu'est-ce qu'on allait faire, les travaux, les devoirs. Donc c'était déjà la guerre, mais on ne la vivait pas comme ça. Mais on sent, vous, que c'est quand même différent de Kauter Adimi, qui disait de manière très honnête, enfin en tout cas de manière très spontanée, moi non, je ne dirais pas que ça m'a fait du bien de remuer tous ces souvenirs et tout. Vous, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, quand j'ai abordé la période de la guerre, je voulais raconter la manière avec laquelle, moi, adolescent, je voyais cette période-là, qui n'est pas du tout la manière avec laquelle la voyaient les adultes, d'autres adolescents, et pas la manière avec laquelle la racontent les historiens. Mais ce qui a été très difficile pour moi de raconter, c'est un des épisodes de la guerre. C'est pas un épisode de la guerre, c'est un épisode que j'ai vécu alors que j'étais en fait à la montagne, à l'abri avec mes parents. C'est le passage devant un barrage où des gens avaient été arrêtés, nous on est passé devant eux. Mon regard a croisé celui de l'un de ces jeunes garçons. Et le lendemain, j'ai appris par mon père qu'il racontait à ma mère que ces pauvres enfants, ou gamins, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien, avaient été exécutés quelques minutes après qu'on soit passé. Et ça, je n'ai jamais pu le raconter. Et quand j'ai donné le livre à Manuel Carcassonne, mon éditeur, il m'a dit c'est très bien, mais la période de la guerre, ça manque d'incarnation. Et je savais. Et je me suis dit, il faut raconter, je vais raconter cet épisode. Ça a été extrêmement pénible, comme pour toi, mais quand je l'ai raconté finalement, et en le racontant, j'ai un sentiment de nausée terrible. Je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. Dur, J'ai fini par le faire, et quand je l'ai fait, contrairement à Kauter, moi ça m'a soulagé. Sharif Majdalani, Le Nom des Rois, c'est donc chez Stock. On poursuit donc avec vous, Ferhat Alani. Vous écrivez en prologue « Toutes les familles ont un secret, il peut s'accrocher à une vie entière, emmurer les personnes qui les protègent, les forcer à marcher sur la moquette épaisse
pour étouffer le bruit de leurs pas. Il est un silence qui étreint le cœur, qui ne nous libère jamais de son emprise. Il prend discrètement de la place jusqu'à écarter les parois d'une coquille invisible, pour permettre de quoi? De s'y faufiler. C'est ce que vous avez essayé de faire. Vous vous faufilez dans ces décennies aussi qu'on peut dire noires, hein, vous l'avez dit, de l'Irak. Et pour ceci, vous avez choisi un narrateur qui nous parle en fait de son oncle, son oncle qui était pilote de l'air, hein, dans l'armée irakienne et qui va devoir partir se former en Union soviétique. Oui, alors ça se passe dans les années 60-70, donc une période méconnue de l'Irak. Et en tant que reporter, j'ai toujours à cœur, dans mon travail fictionnel aussi, de mettre un peu de la grande histoire et d'essayer d'apporter humblement un peu de nuance dans ce qui est très souvent dépeint de manière simpliste. Pour comprendre l'Irak d'aujourd'hui, il faut remonter avant Saddam Hussein. Et moi, ça se passe autour d'un oncle, effectivement aviateur dans l'armée de l'air irakienne, qui a participé à des grandes guerres, la guerre des 6 jours de 67. Il s'appelle Adel dans votre... Il s'appelle Adel, qui a participé à la guerre des 6 jours en 67, qui était formé sur un avion mythique, le MiG-21. Et qu'on soit passionné ou pas de l'aviation, c'est un avion qui avait un enjeu géopolitique énorme. C'était peut-être le seul moment de l'histoire où les Soviétiques ont dépassé les Américains sur le plan technologique et où les Américains et les Israéliens voulaient à tout prix attraper cet avion. Donc, pour l'étudier, pour essayer de mieux le comprendre et de l'appréhender. Et cet oncle-là, c'est un homme qui a disparu un jour. Il était l'un des meilleurs pilotes en Irak. Il a été envoyé en URSS à Krasnodar. Et Adel, il écrit à sa mère, le ciel est immense, maman, vais-je me perdre? Oui, il y a l'évocation du ciel parce que je parle donc d'un Irak où Adel vit une pression au niveau social, au niveau politique, au niveau de la famille aussi, qui est immense, qui est forte. Et sa seule échappatoire, c'est le ciel. Mais il n'avait pas pour vocation à être pilote. Et un jour, il a une histoire d'amour avec une femme qui se trouve être la fille du président irakien dans les années 60. Problème de classe sociale. C'est pas possible d'épouser la fille du président irakien, mais elle lui dit, tente ta chance, deviens pilote. Peut-être que mon père t'acceptera. Finalement, il y a une rupture, et lui, il garde cette vocation, et c'est pour lui, le ciel est un espace d'évasion, quelque part. Mais juste pourquoi son neveu Taimour donc se lance dans cette quête? Qu'est-ce qu'il cherche à comprendre au fond? On sent bien que derrière cette histoire intime familiale, il cherche autre chose. Alors ce neveu, il ne vit pas en Irak, il vit en France. Donc il a quelque part, je dirais presque le passeport de la curiosité. Il peut poser les questions que d'autres ne peuvent pas poser. Et puis il est curieux tout simplement. Un jour, il hérite de cette photo. Il voit cet homme en uniforme, beau, grand, avec tout l'attirail de l'aviateur, la montre Breitling Navitimer, les lunettes Ray-Ban, mais qui ne sont pas là pour le luxe, mais qui sont des outils. Il grandit avec ça et on lui dit simplement, il s'appelle Adel et il a disparu. Et il fait face au silence, à une espèce de non-dit, on l'évoquait tout à l'heure, impossible à secouer, mais lui, il va tenir tête. Et d'ailleurs, Taimour, en arabe, ça veut dire volonté de faire. C'est quelqu'un qui insiste. Et à force de poser des questions, même les plus petites, il va commencer à obtenir des réponses grâce aux femmes de la famille, notamment une grand-mère, qui est un peu la gardienne du récit familial, et qui va accepter de parler à ce petit curieux franco-irakien qui pose trop de questions. Et elle ne nous raconte pas tout, mais en tout cas, il va essayer, il va même jusqu'à s'inscrire, j'en dis pas plus, à une émission de recherche télévisée russe. Voilà donc pour ce roman, Ferat Alani, Le ciel est immense. D'ailleurs, vous concernant toujours, il est question d'Irak. Il y a Dans l'œil de Ferat, un format qui mêle récit, regard personnel et animation. C'est chez nos confrères d'Arte.tv, regardez. En 2011, je suis allé à Falloujah, en Irak, pour mener une enquête compliquée. 7 ans plus tôt, la ville avait été bombardée par l'armée américaine avec des missiles d'un genre nouveau, des armes controversées. Leur emploi dans des zones civiles est assimilé à un crime de guerre, car elles ne font pas de distinction entre civils et combattants. Après les bombardements, à Falloujah, j'ai vu les traces d'une guerre qui ne s'arrêtait pas, des cancers qui explosaient, des enfants qui naissaient sans yeux, sans membres, avec des malformations jamais vues. On comparait la ville à Hiroshima. Les bombes utilisées n'étaient pas ordinaires. Elles étaient faites avec de l'uranium appauvri, un déchet radioactif des centrales nucléaires. C'est un matériau très dense, utile pour un usage militaire, notamment pour percer les blindages. C'est un déchet devenu arme de destruction massive.
L'arme de destruction massive, c'était l'argument fallacieux utilisé par les États-Unis avec la fameuse jauge de Colin Powell, l'ancien secrétaire américain à la Défense. Pourquoi est-ce qu'il est important, selon vous, 22 ans après l'invasion de l'Irak, de revenir sur ces crimes de guerre? Mais je pense qu'il faut revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont passées comme ça et qui n'ont pas été prises au sérieux. Effectivement, l'invasion de l'Irak, illégale, se base sur l'argument comme quoi Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Or, ce sont les Américains et les armées occidentales qui produisent ces armes, qui font des villes comme Falloujah des villes toxiques. Et ça, je voulais le raconter, et cette chronique me permet aussi de raconter tout ce qu'on ne peut pas raconter quand on part en reportage, tout ce qui est tous les à côté. Avec notamment l'animation, et ça prend toujours, et d'ailleurs c'est vrai que c'est très efficace, en effet. Voilà donc pour votre actualité, Forat Alani. On va passer, chers invités, à vos coups de cœur culturels respectifs. C'est notre séquence Atmosphère. Kauter Hadimi, vous avez choisi le documentaire de France Culture, Héroïne, le temps des seringues de Hajer Ben Boubacar. On écoute l'un des témoignages et ensuite on vous écoute. Les familles se sont totalement retrouvées seules jusqu'au jour de l'enterrement où tout le monde était là. Et on allait tous au cimetière, les dealers, les consommateurs, certains élus, certains travailleurs sociaux. Une fois que les jeunes ou le jeune ou la personne était enterrée, chacun reprenait sa route. On y allait pratiquement pendant une période, toutes les semaines, au cimetière. Et puis quand il y a eu le phénomène SIDA où les morts arrivaient progressivement, il y a eu le carré musulman à Orly, où il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été enterrés là-bas. Alors là, pour le coup, on parlait de Dans l'œil de Forat. Là, on n'a pas l'image, on n'a pas de dessin, on n'a rien, mais les mots là, on visualise totalement un quartier parisien avec la drogue, avec ensuite l'arrivée, il le dit, du sida. Un témoignage très puissant. Il y en a d'autres, on imagine, dans ce documentaire. Oui, Hajer, je trouve qu'elle a réussi un des meilleurs documentaires sonores là, que j'ai pu écouter ces dernières années. C'est un travail titanesque qu'elle a réussi à faire parce que c'est à la fois du montage d'archives, mais aussi des témoignages qu'elle allait recueillir. Et elle nous parle d'un sujet très difficile dont, à titre personnel, je ne savais pas grand-chose. Elle a réussi à l'intégrer dans la grande histoire et puis elle raconte par l'histoire personnelle, par des histoires de quartier, par des histoires de famille, de témoignages. Il y a des témoignages assez bouleversants mais extrêmement forts sur ce que fut l'arrivée de cette drogue et sur les politiques autour de cette drogue. Il y a 4 épisodes. C'est extraordinaire, ça s'écoute vraiment, mais vraiment en ayant l'impression de lire à la fois un essai, d'être à la fois dans un documentaire filmé. Effectivement, c'est que de l'écoute, mais on voit tout. Et vraiment, moi, je tiens à saluer son travail. Elle nous a toujours habitués à des travaux extraordinaires. Voilà. Extraordinaire. Héroïne, le temps des seringues de Hajer Ben Boubacar. Sharif Majd Alani, vous avez choisi une exposition entre ombre et lumière du peintre Georges Delatour. C'est jusqu'au 25 janvier prochain au musée Jacques Mar-André à Paris. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition ? Ce qui me plaît, c'est la peinture de Georges Delatour. C'est un peintre qu'on voit tellement dans les livres, dont on voit tellement les représentations des tableaux et qui sont tellement beaux qu'on se dit, bon, ce que ça va être en réalité. Ouais. Et quand on voit ça en réalité, c'est absolument éblouissant. C'est encore plus fort que... C'est rare parce que les photos transcendent toujours les tableaux. Là, les tableaux sont plus forts que les photos qu'on en prend. La lumière, et ce qui est extraordinaire chez Georges Delatour, on le sait, mais pas assez, c'est que cette lumière qu'il crée, qui est toujours artificielle, transcende, elle, réellement les paysages, enfin les paysages, les visages, les scènes. Et on a affaire à des moments visuels vraiment stupéfiants. Très, très fort, avec beaucoup de contrastes. Forat Alani, le spectacle L'Oiseau s'est envolé, conte de Palestine de la conteuse Fida Ataya, actuellement en tournée en France dans le cadre du festival Rumeurs urbaines. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que c'est une amie, d'abord. Ouais, c'est honnête de le dire. Voilà. Je l'ai rencontrée aux Émirats et que j'ai couvert un petit peu la Palestine et Gaza, entre autres. Et elle, c'est une conteuse et j'ai une forme d'obsession pour la mémoire. Et elle fait partie de ces artistes palestiniens qui véhiculent l'histoire de la Palestine à travers leur art. Et elle, ce sont les contes. Elle s'adresse aux enfants comme aux adultes. Elle est de passage en France et donc je recommande vivement d'aller la voir pour écouter l'histoire de la Palestine. Merci beaucoup Forat Alani, merci Kauter Hadimi et merci à Sharif Majd Alani pour cette émission 100% littéraire et lecture. Voilà 3 livres qu'on vous conseille vraiment. Certains d'entre vous les ont sans doute déjà lus, ou au moins certains d'entre eux. En tous les cas, on vous les recommande. Merci beaucoup à tous les 3 et à bientôt ici même avec plaisir. Et merci à vous d'être fidèles à MOE. À la semaine prochaine sur TV5 Monde avec grand plaisir.